Bonjour à tous et bienvenue, je suis Manuela. Aujourd'hui, 27 janvier, a lieu la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Donc j'ai très envie de publier un contenu aujourd'hui parce que toute contribution à la mémoire, à la prise de conscience et à la réflexion sur ces questions me paraît importante. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une lecture qui est liée à ces sujets. D'ailleurs, je me dis que ça peut être une bonne idée de se fixer l'objectif de lire chaque année aux alentours de cette date un texte qui fait référence à ces faits historiques. La littérature peut en effet avoir aussi ce rôle-là, c'est-à-dire le rôle de contribuer à la mémoire et à la réflexion sur ces sujets. Déjà l'année dernière, j'avais publié une vidéo consacrée à la journée de la mémoire et je vous renvoie à cette vidéo pour une réflexion sur le rôle, sur la possibilité, sur l'importance de l'écriture comme témoignage historique sur la déportation et sur les camps de concentration et d'extermination, et donc en général sur le rapport littérature-mémoire. Dans cette vidéo-là, je vous parlais de Jorge Semprún, qui est un intellectuel espagnol qui s'est en grande partie formé en France et qui a longtemps vécu en France. D'ailleurs, une grande partie de ses œuvres sont rédigées en français et qui a été déporté non pas pour des raisons raciales, mais pour des raisons politiques liées à sa participation à la résistance. Par contre, le livre que je viens de lire et que je veux vous citer aujourd'hui est La douleur de Marguerite Duras. Voici l'édition que j'ai lue, cette édition folio plus classique avec un dossier d'analyse. D'ailleurs, comme je vous l'avais raconté dans une vidéo sur le Paris littéraire, l'appartement de Marguerite Duras de la rue Saint-Benoît a été pendant une vingtaine d'années, disons entre les années 40 et 60, un lieu de rencontre d'intellectuels au départ liés aux activités de la résistance, et Jorge Semprún, dont je vous parlais tout à l'heure, le fréquentait et faisait partie de ce qu'on appelle le groupe de la rue Saint-Benoît. Donc, La douleur de Marguerite Duras, publié en 1985, est un recueil de 6 textes dont certains avaient été rédigés une première fois 40 ans plus tôt. Et ce n'est absolument pas un détail parce que ça veut dire qu'entre la première ébauche de certains de ces textes et l'édition de 1985, 40 ans ont passé. 40 ans de vie et d'expérience d'écriture pour Marguerite Duras, mais aussi 40 ans d'histoire politique et d'histoire de la littérature. Donc, quand l'auteur travaille à l'édition de 1985, il y a un regard, il y a une connaissance, une prise de conscience, il y a un recul sur les faits liés aux camps de concentration et d'extermination qui n'existait évidemment pas au moment où elle avait écrit la première version de ces textes, lorsque ces faits étaient en train de se produire ou venaient d'être découverts. Sincèrement, je ne classerai pas ce livre parmi mes livres préférés ou parmi ces livres inoubliables qui changent notre vie, qu'on relit systématiquement, mais ça a été quand même une lecture intéressante qui valait la peine. D'un côté parce qu'il est important, comme je le disais, de faire des lectures sur ces événements historiques, et de l'autre côté, en ce qui me concerne, pour augmenter mes connaissances sur Marguerite Duras, qui est l'auteur d'un de mes livres préférés, L'Amant. Je vous l'avais déjà raconté d'ailleurs dans une vidéo, donc je vous laisserai ci-dessous les liens de toutes les vidéos que j'ai citées aujourd'hui, notamment celle sur le Paris littéraire ou celle où je vous avais parlé justement de L'Amant de Marguerite Duras. Parmi les 6 textes, ceux que j'ai préférés sont les 2 premiers. Le premier, en particulier, qui donne son titre au livre, raconte l'attente douloureuse, insupportable pendant la déportation de son mari, Robert Antelme. Robert Antelme fera retour à la fin de la guerre, ne ressemblant que vaguement à un être humain, comme tous ceux qui ont traversé cette horreur. Le récit démarre vraiment, à mon avis, à partir du moment où on retrouve Robert et on décrit son retour à la maison. Ce retour qui est décrit avec un réalisme très très dur, à la limite de l'indécence. D'ailleurs, il n'y a pas de décence dans ce que ces êtres humains ont dû supporter. La chose particulièrement délicate ici est le fait que le témoignage est donné par quelqu'un d'autre et non pas par la victime directement, parce que quand c'est la victime directement qui parle, qui raconte, elle peut choisir quoi dire et comment le dire, alors qu'ici ce n'est pas le cas, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui raconte l'expérience de Robert Antelme en l'occurrence, qui est aussi un personnage public parce qu'il était lui aussi écrivain. Ce que j'ai probablement le plus aimé, la chose qui m'a paru la plus vraie, la plus authentique, la plus touchante, la plus émouvante
violente, la plus déchirante aussi, est l'image liée au pain et à la nourriture, c'est-à-dire le récit de l'absence de nourriture, le corps réduit à un squelette et puis le retour à la vie à travers le retour progressif à la nourriture. À plusieurs reprises dans le récit de l'absence de son mari, Marguerite est déchirée à l'idée que son mari est privé de pain, dans cette impuissance insupportable de ne pas pouvoir partager le sien avec lui. Je ne sais pas si ça vous arrive, à moi oui, quand vous voyez des images d'archives des déportés ou des camps de concentration ou d'extermination, d'imaginer les personnes que vous aimez le plus dans ces conditions-là. C'est une pensée insupportable. Je vous invite à le faire, pas pour du masochisme ou du sadisme inutile, gratuit, mais je vous invite à le faire parce que l'horreur qui s'est produite une fois pourrait se reproduire. Et d'ailleurs, des choses horribles continuent de se produire de nos jours. Et l'identification, l'empathie, la connaissance, la compréhension, la conscience sont des armes contre l'indifférence et contre l'horreur. On se revoit vite avec la prochaine publication. Lisez et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.